Plus attendre, je donne la parole à Benoît Polis, qui va nous parler des liens finalement entre le droit des collectivités territoriales et le droit de la santé, et plus précisément le droit de la santé publique. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup aux organisateurs aussi de m'avoir confié ce beau sujet et de me faire venir à vous avec grand plaisir, qui implique d'emblée 3 remarques liminaires, alors peut-être même 4, parce que j'avais été inattentif, Monsieur le Président, mais j'avais cru comprendre qu'on avait 20 minutes de temps de parole chacun, mais c'est ça, d'accord, pardon, il me semblait que c'était un peu moins. Du coup, je vais essayer de moins sabrer que ce que j'avais prévu. 3 remarques liminaires à mon avis, donc sur ce sujet juridique, un écueil à éviter, des présupposés à dégager pour les écarter, et enfin une commande assez claire qui nous est donnée par l'intitulé de l'intervention, qu'il va nous falloir bien sûr respecter. L'écueil à éviter, c'est que ce sont donc des regards croisés entre 2 codes, un code général, celui des collectivités territoriales, un code plus sectoriel de la santé publique, pour traiter du thème intercommunalité et santé. Et le premier risque serait de vouloir tout dire, tout brosser en 20 minutes sur le plan juridique. C'est une perspective évidemment complètement illusoire. Et puis elle est surtout inutile, puisqu'il y a de très nombreuses interventions à la suite de la mienne pendant nos 2 jours de colloque qui vont pouvoir approfondir un très grand nombre de points que moi je ne ferai du coup qu'effleurer. En ce qui concerne les présupposés, ils ont trait à la thématique plus générale, à laquelle renvoie, en tout cas pour les spécialistes comme moi de droit de la santé publique, à la fois le sujet de la communication et celui du colloque. Je veux parler des liens entre collectivités territoriales, on verra pour ce qui est de l'intercommunalité, et la santé en France. Alors c'est un thème bien sûr qui a été, ça a été rappelé ce matin, examiné à nouveau frais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et s'agissant des intercommunalités, j'ai noté une étude de l'Association des communautés de France, alors je crois qu'il faut dire maintenant Intercommunalité de France, qui date de novembre 2021, que certains doivent connaître ici, je pense, qui relève que 91% des intercommunalités répondantes déclarent avoir coordonné l'acquisition ou la distribution de masques sur leur territoire, et 68% disent avoir créé, géré ou appuyé un centre de vaccination, ce qui est tout à fait, ce qui est très très bien. Alors, je dirais pas, de mon point de vue, mais on y reviendra, que cette part prise par les collectivités territoriales dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 est à l'échelle ou très substantielle par rapport à celle beaucoup plus importante qu'a prise l'État, naturellement, sous ses diverses figures, mais elle l'a certainement été en revanche au regard des compétences traditionnellement reconnues aux collectivités territoriales dans le domaine de la santé depuis facilement le siècle dernier. Et comme chacun sait, ça a été rappelé aussi ce matin, ces compétences sont relativement modestes. C'est ce que résume à sa façon un article du Code de la santé publique, le premier que je cite, alors j'en citerai un certain nombre, hein, c'est un peu conduit par l'intervention, L1411-1 du Code de la santé publique, 2 alinéas seulement, c'est un article assez long, très net. La nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Et en réalité, c'est dans cette formulation que réside du législateur, à mon avis, les présupposés qu'il nous faut écarter. Parce que cet état du droit, bien connu, ne doit pas surtout réfréner les recherches comme la nôtre ici, encore moins invalider les démarches, les actions des intercommunalités, plus encore des collectivités territoriales, dans le domaine de la santé. Au fond, ce mode de fonctionnement contemporain du système de santé, l'État organise les soins, un certain nombre de services de santé, publics, privés, les dispense, et l'assurance maladie finance. Pour aller très très vite, globalement, c'est un peu l'idée en France. Cela n'a pas toujours été, ça fait référence, alors c'est là où je vais peut-être passer plus vite, j'avais prévu d'avoir quelques points là-dessus, sur la trajectoire historique, qui est celle, en définitive, qui est bien balisée maintenant, de la montée en puissance de l'État comme responsable des politiques de santé, au moment même, justement, où les actions préventives, d'abord, là, les collectivités ont un certain nombre de compétences, mais surtout curatives, hein, le fait de pouvoir soigner ce dont on souffrait hier, ou voire guérir, et ben cela a accompagné cette montée en puissance de l'État. J'y reviendrai éventuellement. Il y a différentes
étape jusqu'à la dernière, en particulier la loi HPST, qui rompt avec la nature juridique de l'hôpital comme établissement public local, en passant par la loi du 6 janvier 1986 à propos des règlements sanitaires, qui remontent à la compétence du Premier ministre et non plus des autorités municipales. Il y a de multiples exemples de ce genre. Alors, il ne faut pas en déduire de cette évolution qui existe, qui est réelle, que le Code général des collectivités territoriales et le Code de la santé publique s'ignorent. Bien au contraire, leurs dispositions s'articulent plutôt entre elles, et c'est bien cela qu'il va nous falloir essayer d'étayer. Et enfin, le troisième point, pour ces lignes introductives, c'est qu'on a une commande assez claire, c'est l'intitulé de cette communication, et elle invite plutôt à un traitement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai comprise, analytique des dispositions du Code général et du Code de la santé publique, ce qui permettra de dessiner partiellement une sorte de champ des possibles légal et réglementaire de l'action des intercommunalités en France. Mais ce champ des possibles est lui-même circonscrit par rapport à ce qui a été dit ce matin à deux codes, Code général des collectivités, Code de la santé publique, ce qui inclut donc tous les autres. Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été abordées. Je pense à la question du grand âge des personnes âgées. Je pense à la question des... Alors, ça n'a pas été, mais ça va intégrer dans ce code-là, ce qu'on appelle les... Parce que là, je vois pas mal de collectivités territoriales s'intéresser à ça, notamment via leurs centres communaux ou intercommunaux, justement, d'action sociale, les services de soins infirmiers à domicile, ce genre. Tout ça relève, en droit français, du Code de l'action sociale et des familles, ce qui est un peu différent du coup. Je ne le traiterai pas directement. Alors, pour ce qui est du Code de la santé publique et du Code général des collectivités territoriales, je crois que ce sont des dispositions parmi les plus essentielles de ces deux codes par lesquels il faut commencer. Le tout premier article, pour commencer, du Code de la santé publique, a été récemment réformé par la loi, alors je vais le dire une fois, puis après vous me permettrez de dire 3DS, du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et pourtant diverses mesures de la simplification de l'action publique locale, donc la loi 3DS, y a intégré expressément les collectivités territoriales et leurs groupements. Je cite, le droit fondamental de la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens, etc. Les professionnels, les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie, les autorités sanitaires contribuent, et désormais avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives, bien sûr, à développer la prévention, les soins, je passe. Et donc, il y a bien une présence des collectivités, de leurs groupements, dès l'entrée du Code de la santé publique. Côté Code général des collectivités territoriales, on peut peut-être citer l'article L1111-2, qui, quant à lui, indique que les communes, les départements, les régions concourent toujours avec l'État à toute une série de choses et au développement notamment économique, social, sanitaire et à la promotion de la santé. Donc cette notion de concours de l'action menée par l'État ou d'autres acteurs peut constituer un premier axe de réflexion sur l'identification de l'intercommunalité dans la santé. Puis un second axe qui a été bien évoqué ce matin, il me semble, c'est celui de la concurrence que connaît l'intercommunalité dans l'exercice de ses compétences. Et on aura traité un peu les choses en ce qui concerne l'État, mais la concurrence par rapport aux autres collectivités, enfin aux collectivités territoriales, les communes qui les composent, pour commencer. Et j'y ajouterai, je ne sais pas si j'aurai le temps, Monsieur le Président, mais enfin, je vais essayer. Un acteur important dans ce domaine, c'est le Conseil départemental aussi. Alors d'abord, donc du coup, c'est ce qui nous donne un peu la dichotomie que je vous propose de suivre entre le concours de l'intercommunalité à l'action menée par l'État dans le domaine de la santé, et puis la concurrence avec les collectivités territoriales dans le même domaine, ce qui nous permettra, chemin faisant, de poser, non pas tous, mais quelques regards croisés sur le Code de la santé et le Code général des collectivités. Alors, concours de l'intercommunalité aux politiques de santé conduites par l'État, il me semble qu'on peut distinguer deux points qui sont très classiques en matière de droit de la santé. Le concours en matière d'organisation des soins et puis un autre concours en matière de production des soins sur le territoire, ou dispensation. Alors, s'agissant de l'organisation des soins, il y a plusieurs dispositions dans le Code de la santé publique qui donnent à voir une participation possible de l'intercommunalité à cette organisation territoriale des soins. En premier lieu, les représentants des intercommunalités, c'est nouveau aussi, loi 3DS, désormais sont susceptibles d'intégrer le nouveau conseil d'administration des agences régionales de santé.
puisque à côté des représentants des collectivités territoriales a été ajouté et de leurs groupements, ce qui est une possibilité. Alors je rappelle peut-être que, évidemment, parmi les missions principales des agences régionales de santé, il y a la régulation de l'offre de soins, l'organisation territoriale des soins. Donc ça présente un intérêt. Alors non pas que personnellement, j'ai pas le temps de développer, je considère que cette présence des représentants des intercommunalités, tout comme d'ailleurs le changement de dénomination de cet organe collégial des ARS, change quoi que ce soit à la donne. Les articles qui en fixent leur mission, leurs compétences n'ont pas bougé, moyennant quoi la jurisprudence du Conseil d'État non plus, avec 2 arrêts inauguraux, une date facile à retenir en règle générale pour les étudiants, du 12 décembre 2012, reste telle qu'elle, c'est-à-dire que toutes les missions des ARS, quasiment toutes, sont exercées par leur seul directeur général. Et donc ce conseil d'administration n'administre pas réellement en réalité. En second lieu, même si je parle là juste sur le terrain purement juridique, il faut citer les importantes dispositions, pour ce qui nous concerne, à mon avis, de l'article L 1434-10 du Code de la santé publique. C'est un article assez long qui est intégré dans un chapitre intitulé « Territorialisation des politiques de santé » ou de la politique de santé. Son grand 3 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l'élaboration, à la mise en œuvre du projet territorial de santé. Alors, qu'est-ce que c'est? L'article poursuit. Il a pour objet de définir le territoire pertinent qui pourrait être métropolitain. Le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ces acteurs de l'organisation des parcours de santé, et il est élaboré par les acteurs qu'on a mentionnés ce matin, les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont, pour aller vite, des associations désormais loi 1901 qui rassemblent des professionnels afin qu'ils articulent leurs actions ensemble. Et là, la même étude que je citais d'Intercommunalité France indique que 40% des intercommunalités qui ont répondu à cette enquête se sont dites impliquées, alors je ne sais pas exactement en quoi ni comment, mais impliquées dans la création des CPTS. Donc c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est perçu à l'échelle intercommunale. Et d'autre part, évidemment, ça a été mentionné aussi, le grand 4 de ce même article L 1434-10 du Code de la santé publique, qui donne la base légale, qui constitue la base légale des fameux contrats locaux de santé. La mise en œuvre du projet régional de santé, indique ce texte, peut faire l'objet de contrats locaux de santé, conclus donc par l'ARS, notamment, pas seulement, mais notamment avec les collectivités territoriales, leurs groupements, pour toute une série de choses, souvent la prévention et prime, mais ça peut être politique de soins, accompagnement médico-social, accompagnement social. Alors, à travers ces... Je ne vais pas rentrer, il y a beaucoup d'interventions, je crois, qui traitent des contrats locaux de santé, mais je mentionnerai juste qu'ils sont présentés dans les textes comme un instrument de mise en œuvre du projet régional de santé, qui est en réalité le document de la planification sanitaire dans tous les territoires, et qui est un document qu'arrête le directeur général de l'ARS. Alors, il doit prendre des avis, le faire en concertation, etc. C'est d'ailleurs une grande, en ce moment même, préoccupation de beaucoup d'agences régionales de santé. Alors, un mot sur ce qui concerne la production des soins maintenant dans les différents territoires. Alors là, il me semble que, pour commencer par l'action qui paraît être la plus plébiscitée par les intercommunalités, c'est-à-dire le financement de certains services de santé. Alors là, ce sont les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui sont les plus connues à cet égard, et notamment un article L 1511-8. Les collectivités territoriales, leurs groupements, peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels dans certaines zones. Ces zones, on en a parlé ce matin, c'est celles qui sont identifiées comme telles, enfin les zones déficitaires ou sous-denses, par l'ARS, là encore. Et ça pose un certain nombre de questions, et ça a été dit. Le même article de poursuivre, les collectivités territoriales, leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides pour financer des structures qui participent à la permanence des soins, notamment des maisons médicales, ce qui est le cas aussi, on reverra ces dispositions un peu plus loin. Du côté du Code de la santé publique, de nouveaux articles ont été insérés par la même loi, dite 3DS, qui a un volet sanitaire assez important. L'article, bon, peu importe le numéro, 1422-3, qui dispose que les communes, leurs groupements, désormais, peuvent aussi concourir volontairement
au financement d'un programme d'investissement d'établissements de santé publics, privés à but non lucratif. Donc ça, c'est un article qui a été manifestement intégré pour favoriser l'accompagnement communal, intercommunal de ce qu'on appelle le Ségur de la santé, dans son volet investissement. Alors, je ne suis pas certain qu'il soit largement appliqué, il faudra voir, parce que ça touche le domaine hospitalier, hein, les investissements ne sont pas du tout de même nature, de même ampleur que pour des soins de ville, une maison médicale ou un centre de santé, mais en tout cas, il existe. Alors, je passe sur le reste, puisque je vois qu'il me reste déjà peu de temps. Un mot peut-être quand même sur, s'agissant de la production de soins, les centres de santé également. Les centres de santé, alors eux, ça se situe dans le Code de la santé publique, l'article 6323-1-3 du Code de la santé publique, qui dispose notamment que ces centres sont créés, gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, là encore. Alors là, il semblerait, d'après l'étude sur laquelle je me suis appuyé, que c'est beaucoup moins, enfin, ce sont quand même des hypothèses assez rares que d'avoir des intercommunalités qui investissent dans des centres de santé. En tout cas, pour celles qui ont répondu, le chiffre qui est donné, c'est qu'elles seraient 45% des intercommunalités à dire qu'elles participent ou elles ont participé à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle, mais seulement 10% pour ce qui concerne les centres de santé. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de freins qui touchent notamment en ce qui concerne le personnel qui ne peut être que salarié ou agent public, et donc évidemment c'est différent. Un mot pour poursuivre sur la concurrence, que je n'aurai pas le temps d'approfondir vraiment. Un mot peut-être sur la concurrence avec la commune d'abord. Bon, bien sûr, j'avais prévu de retraiter, mais je passe, ce sont des champs quand même assez connus sur le terrain juridique, sur les pouvoirs de police du maire, police générale, pouvoirs de police spéciale qui peuvent toucher les questions de santé, des piscines, des eaux, salubrité des ruisseaux, des rivières ou autres. Sur le plan institutionnel aussi, il faut peut-être quand même mentionner qu'une loi fameuse de la matière du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique avait imposé la création des bureaux municipaux d'hygiène, qui ont été transformés après à travers différentes lois de décentralisation. Et désormais, ce sont des services communaux d'hygiène et de santé, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dont un article du Code de la santé publique précise qu'ils peuvent être donc communaux, ou le cas échéant, être gérés au niveau des groupements de communes, et donc en assurer leur organisation et le fonctionnement, soit sous l'autorité du maire, soit sous l'autorité du président de l'EPCI. Même chose pour les règlements sanitaires, je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais qui peuvent être complétés à l'échelle métropolitaine, ou en tout cas d'un EPCI, puisque normalement ces règlements sanitaires relèvent de la compétence désormais, on en a un petit peu parlé, du Premier ministre. Je voudrais peut-être, si j'ai le temps, signaler juste un exemple, je n'ai pas beaucoup fait, pourquoi j'ai essayé de m'adapter autant que faire se peut au caractère, un exemple jurisprudentiel qui me semble pouvoir illustrer ce type de concurrence, et puis 3 pistes de réflexion conclusive. L'exemple jurisprudentiel, alors attention, hein, c'est pas un grand arrêt, hein, c'est plutôt un petit jugement hein, du tribunal administratif de Strasbourg, mais les juristes se reconnaîtront qu'il y a eu les honneurs d'une publication à la JDA avec les conclusions du rapporteur public. Et pourquoi? Parce que en 2021, il traite d'une question relativement délicate pour la première fois, semble-t-il, de compétence entre une commune et une intercommunalité en matière justement d'aide financière à l'installation des médecins. Alors je vous explique de ce dont il s'agissait. C'est une décision préfet du Haut-Rhin. Donc, dans le Haut-Rhin, un conseil municipal d'une commune en zone tout à fait déficitaire, enfin ça, là-dessus, pas de problème, décide d'accorder pour qu'un médecin s'installe à titre libéral comme généraliste dans cette commune, une aide à l'installation de 50 000 € et pour équiper son cabinet, 10 000 € en plus. Ça, c'est